Et je vais vous conter la vie d'un peintre qui n'a que 36 ans lorsqu'il décède. C'est une vie brève, certes, mais si remplie que cet artiste semble en avoir vécu plusieurs. Né sous le nom d'Henri-Marie Raymond de Toulouse-Lautrec Montfat, il est connu sous son nom d'artiste, Henri de Toulouse-Lautrec ou tout simplement Lautrec. Alors, Henri voit le jour le 24 novembre 1864 dans le sud-ouest de la France. Il naît à l'hôtel du Bosc, une magnifique demeure familiale du XIIe siècle, située à quelques pas de la cathédrale d'Albi. Il est issu d'une famille illustre de la vieille noblesse du Languedoc. Son père est le comte Alphonse Charles de Toulouse-Lautrec Montfat. C'est en fait un dilettante excentrique et oisif, passionné de chasse à courre et de fauconnerie. Sa mère est la comtesse Adèle Zoé Tapier de Selleran. Les parents d'Henri sont en fait des cousins germains. En effet, comme il était de coutume dans l'aristocratie française, les mariages étaient souvent consanguins. Les nobles évitaient ainsi la division des terres afin de préserver leur fortune et leur patrimoine intacts. Henri sera le premier enfant de ce couple d'aristocrates. Mais nous le verrons, l'endogamie du comte et de la comtesse sera pour Henri la source de bien des malheurs. Il a un frère de 4 ans son cadet, Richard, mais il meurt en bas âge, à 1 an. Henri va donc grandir seul, sans fratrie. On s'en doute, héritier unique, il va passer sa jeunesse dans une grande aisance financière. Henri partage son enfance entre 2 châteaux situés en Occitanie. Le premier, c'est le château médiéval du Bosc, dans le Rouergue, entre Albi et Rodez. C'est la demeure de sa grand-mère paternelle, Gabrielle d'Imbert du Bosc. On peut d'ailleurs visiter le château aujourd'hui, découvrir sa chambre d'enfant, son berceau et ses jouets. Et l'on peut également voir, sur les murs de plâtre, des dessins qu'Henri crayonnait alors qu'il était enfant. Le second château, c'est le château de Selleran. Il est situé dans l'Aude. Henri y rejoint souvent sa tante maternelle, Amédée Tapier de Selleran. Si Henri partage sa petite enfance entre le château de sa grand-mère et celui de sa tante, c'est parce qu'1 an seulement après leur mariage, ses parents se séparent. Henri va cependant rester sous la garde de sa mère, la comtesse Adèle, qui s'installe à Paris en 1872, puis déménage à Neuilly. Il a alors 8 ans. Il continue à voir son père épisodiquement, mais leur relation se distende. À partir de 1874, le jeune Henri, 10 ans, fait des visites répétées à Arcachon. Arcachon est alors une petite station balnéaire où se presse une clientèle aisée. Située sur la côte atlantique, on peut la rejoindre de Bordeaux par le train. La comtesse Adèle apprécie le site pour son climat revigorant et sa magnifique baie. On y pratique la thalassothérapie, alors en pleine expansion.
la comtesse prend l'habitude de s'installer dans la villa de l'oncle d'Henri, Monsieur Ernest Pascal. Pascal, un homme politique important qui n'est autre que le préfet de la Gironde. L'enfant en profite pour jouer sur la plage et pour pêcher, faire de la voile et se baigner avec ses cousins. Et nous le verrons plus tard, Henri va rester fidèle à cette station balnéaire. Jusqu'à l'âge de 10 ans, Henri passe une enfance heureuse. Comme son père, il se passionne pour les chevaux et pratique l'équitation. Mais bien vite, on commence à noter qu'Henri a des problèmes de croissance. Une maladie du développement osseux se révèle, la pycnose. Il s'agit d'un dérèglement génétique très rare. On l'attribue aujourd'hui à la consanguinité de ses parents. Le crâne d'Henri devient volumineux, sa mâchoire se rétrécit, son nez et ses lèvres s'épaississent, son menton est fuyant. Sa langue, elle aussi, est très épaisse. Elle va le faire saliver de manière excessive, causer des reniflements fréquents et provoquer un zézément. Si son tronc est de taille normale, ses membres, jambes et bras, eux, sont atrophiés. Ses os sont très fragiles et peuvent se briser à la moindre chute. Alors, on imagine aisément les craintes qui naissent dans l'esprit de ses parents. Installée à Paris la moitié de l'année, la comtesse Adèle inscrit son fils au lycée Condorcet. Henri est très doué et accumule les premiers prix. Mais hélas, il doit quitter l'école en 1875 à cause de ses problèmes de croissance. Sa mère, femme éminemment cultivée, prend alors en charge son éducation. Elle lui enseigne le latin et le grec et il apprend l'anglais. Henri bénéficie de tuteurs privés. Il prend aussi des cours de dessin sous la direction de René Princeteau, un grand peintre animalier, ami personnel du comte Alphonse. La comtesse est très inquiète pour la santé de son fils. Alors qu'il a 11 ans, elle le place sous la garde du docteur Verrier à Neuilly. Pendant 18 mois, Verrier va faire subir à Henri des traitements aussi pénibles qu'inutiles. Ainsi, tous les jours, Henri souffre pendant des heures lors de séances de traction des jambes. Le docteur Verrier espère lui allonger les membres grâce à ces étirements. Cette thérapie cruelle et douloureuse est bien sûr un échec. Le 30 mai 1878, alors qu'il a 14 ans, Henri tombe en se levant d'une chaise basse et se casse le fémur gauche. La fracture se ressoude mal. 1 an plus tard, il glisse, chute et se casse l'autre jambe. Ses problèmes de croissance s'aggravent. Il est clairement atteint de nanisme et ne dépassera pas 1,52 m. Il se déplace avec difficulté en claudiquant. Le comte Alphonse éprouve de la honte face aux difformités de son fils. Il finit par s'en désintéresser presque totalement. Fort heureusement, la comtesse Adèle va le choyer. À partir de 14 ans, pour passer le temps, Henri dessine énormément, notamment des chevaux
qu'il ne peut, hélas, plus monter. Dès 16 ans, il peint de nombreux tableaux représentant des paysages bucoliques et des scènes paysannes. Il s'inspire du genre rustique, mis à la mode dans sa jeunesse par des peintres comme Jean-François Millet et Jules Breton. Mais il abandonne vite les thèmes pastoraux. Il se concentre avec tendresse sur sa première muse, sa mère. Et très vite, ses talents de portraitiste apparaissent au grand jour. En mai 1882, de retour au lycée Condorcet, il passe le baccalauréat. Hélas, il échoue en raison de ses problèmes de santé. Ce passage au lycée n'est pourtant pas inutile. Il y rencontre son grand ami Maurice Joyand, qui, nous le verrons plus tard, s'occupera de toute l'œuvre de Lautrec. Alors finalement, Henri réussit son bac à Toulouse à la session de rattrapage d'octobre. Il demande alors à son oncle la main de sa cousine, mademoiselle Céré de Rivière, mais elle lui est refusée. À 18 ans, il comprend avec amertume que son physique ingrat ne lui ouvrira jamais les portes du mariage. Désormais, sa décision est prise. Henri veut devenir peintre. Ses parents lui accordent une pension de 1000 francs or par mois, ce qui équivaut au pouvoir d'achat de 6 000 € actuels. Il se rend, tout naturellement, dans l'atelier parisien de son maître de dessin, le peintre animalier René Princeteau. Alors, sous sa direction, il va surtout étudier les scènes de chasse. Entravé dans ses mouvements par son handicap, Henri trouve dans ses tableaux animaliers une sorte d'exutoire. Il va reproduire sur ses toiles l'élan et la vivacité physique que lui-même a perdu. Princeteau lui fait découvrir le cirque Fernando pour observer les animaux. Quant à son père, le comte Alphonse, il l'emmène au cirque Mollier pour y admirer les numéros de chevaux dressés. Et c'est ainsi que le cirque va prendre une grande importance dans l'univers de Lautrec. Il admire les voltiges des athlètes et les acrobaties. Les performances sportives l'intéressent beaucoup. Il commence à fréquenter les hippodromes et vélodromes parisiens. Il assiste à des corridas, des parties de rugby lors de séjours dans le sud-ouest. Désormais, Lautrec se passionne pour les postures et la gestuelle, mais aussi la souffrance des corps en action. Cet univers le stimule et l'inspire. Après quelques mois d'études intenses auprès de Princeteau, Henri rejoint l'atelier parisien de Léon Bonnat. C'est Henri Rachoux, un ami de la haute bourgeoisie toulousaine, qui invite Lautrec à suivre les cours de ce portraitiste fameux. Nous sommes en avril 1882. L'amitié des deux Henri sera profonde. Chacun peindra d'ailleurs un portrait de l'autre dans l'atelier de Léon Bonnat. Rachoux deviendra lui-même un grand illustrateur et plus tard, il sera le conservateur du musée de Toulouse. C'est sous la direction de Bonnat que Lautrec va perfectionner l'art du portrait. Au cours de sa carrière, il fera d'ailleurs quelques 200 portraits, des bourgeois, des aristocrates,
mais surtout, comme nous le verrons bientôt, des artistes et le peuple de Montmartre. En novembre 1882, Henri rejoint avec son ami Rachou le peintre naturaliste Fernand Cormon. Il va passer 4 années dans l'atelier et va y faire des rencontres majeures. Ainsi, il se lie d'amitié avec un certain Vincent van Gogh, de 9 ans son aîné, qui suit lui aussi les cours de maître Cormon. Henri rencontre également Adolphe Habert, un futur lithographe et graveur sur bois. Albert partagera d'ailleurs cette passion avec Lautrec. Tous deux suivent assidûment les cours de Cormon. Et après l'atelier, les deux artistes fréquentent les mêmes bars, les mêmes cafés-concerts et cabarets parisiens. Autre rencontre chez Cormon, François Gauzy, futur peintre paysagiste. Lautrec et Gauzy deviennent inséparables pendant quelques années. Gauzy rejoint Lautrec et Albert lors de leur sortie nocturne. Dans les salles de spectacle, Lautrec est fasciné par les éclairages, les contrastes d'ombre et de lumière qui déforment les corps et les visages. Mais sous la direction de Cormon, Henri se concentre surtout sur les nus. Il s'entraîne sur des modèles masculins, mais ce sont les femmes qui l'attirent, particulièrement des femmes d'âge mûr. À ses yeux, elles sont bien plus vraies que les jeunes filles idéalisées par la peinture académique. Et bientôt, il fera la part belle au corps douloureux des prostituées. Elles sont pour lui de parfaits modèles, spontanés, sans inhibition. Et comme il aime à le dire, elles savent bouger. Si ses cours et sa vie nocturne l'accaparent, Henri n'oublie pas le sud-ouest de son enfance. À partir de 1883, il fait des escapades fréquentes en Gironde, au château de Malromé, que vient d'acquérir sa mère. C'est un domaine viticole de 42 hectares qui lui sera très cher. Il s'y ressource et peint sans relâche pendant ses séjours dans le Bordelais. Il aime nager dans la rivière voisine, faire de la barque et ramer. Il tire aussi à l'arc pour se détendre grâce à du matériel d'archer que lui fait parvenir son père. Ce sont là les quelques rares activités physiques que lui autorise son handicap. Lautrec ne sait pas encore que c'est à Malromé qu'il mourra 14 ans plus tard. En 1884, il décide de s'installer définitivement à Montmartre. Il a alors 20 ans. Il sent que c'est là que sa carrière l'appelle. Désormais, il entre de plain-pied dans la vie de bohème, sans contrainte ni morale ni sociale. À cette époque, Montmartre est fréquenté par nombre d'artistes, Renoir, Degas, Apollinaire, Proust, pour n'en citer que quelques-uns. En 1885, repéré par le célèbre chansonnier Aristide Bruant, Lautrec expose ses œuvres dans le cabaret du chanteur, le Mirliton. C'est le début d'une grande amitié. Henri commence à se faire un nom à Montmartre. Et il va notamment créer pour Aristide Bruant de nombreuses affiches et illustrer certaines de ses chansons. Et en 1886,
Ses dessins sont publiés dans plusieurs journaux, dont Le Courrier français et Paris Illustré. 2 ans plus tard, le critique d'art d'origine belge Octave Maus contacte Lautrec. Il organise une exposition à Bruxelles. Lautrec présente alors 11 de ses toiles. Ces tableaux d'inspiration naturaliste sont appréciés par la critique. Lautrec y reproduit fidèlement la réalité telle qu'elle existe, sans artifice. Theo van Gogh, marchand d'art, va alors prendre en dépôt plusieurs de ses œuvres dans sa galerie parisienne. Pour Lautrec, c'est le démarrage d'une création intense consacrée aux danseuses de Montmartre. Artiste post-impressionniste, on dit parfois que Lautrec, c'est le père de l'impressionnisme en peinture, de l'expressionnisme en peinture. Lautrec embrasse aussi l'influence Art Nouveau. Elle se révèle évidente dans certaines œuvres, notamment avec son approche tout à fait remarquable des silhouettes et des courbes de ses sujets. Le Moulin Rouge, le Chat Noir, la salle de danse du Moulin de la Galette ou le Mirliton renferment ses personnages et ses décors favoris. Et Lautrec devient vite l'incarnation de l'âme de Montmartre. Car, au contraire de Degas, Manet ou Renoir, qui trouvent en Montmartre une source d'inspiration parmi d'autres, Montmartre constitue pour Lautrec le cœur de son art. En 1889, Lautrec va fêter ses 25 ans au Moulin Rouge, qui vient d'ouvrir ses portes au pied de la butte Montmartre. Nous sommes alors à la belle époque, caractérisée par un foisonnement culturel et un optimisme à toute épreuve. Les propriétaires du Moulin Rouge, Joseph Holler et Charles Ziedler, attirent un public riche mais non conventionnel, artistes, bourgeois, élégantes et étrangers de passage se retrouvent au Moulin Rouge et ils s'y dévergondent. Pour Lautrec, grand observateur des mœurs, c'est une véritable mine d'or, une source d'inspiration inépuisable. En 1894, Henri travaille pour le journal humoristique Le Rire. C'est un hebdomadaire qui paraît tous les samedis. Lautrec ajoute une nouvelle corde à son arc. On le savait peintre et affichiste, le voilà également caricaturiste. Les lecteurs sont surtout parisiens. C'est une époque où l'intérêt pour la culture et la politique ne font que croître. Toulouse-Lautrec fréquente alors les plus grands illustrateurs et caricaturistes de son temps. Jacques Abéillé, Léonce Buret, Carandache, Jules de Paquis, Abel Fèvre, Jean-Louis Forain et Sem, pour n'en nommer que quelques-uns. Alors que Lautrec prend racine à Montmartre, il fréquente de plus en plus les prostituées. Au départ, sans doute par nécessité. En effet, son handicap ne lui permet pas de faire des conquêtes féminines. Et les maisons closes vont ainsi devenir le théâtre de ses créations artistiques. Des toiles célèbres telles que le salon de la rue des Moulins, le blanchisseur de la maison,
ces dames au réfectoire ou inspection médicale, décrivent cet univers sans voyeurisme. Henri possède même une chambre à demeure à la Fleur Blanche, une célèbre maison close de la capitale. Il y rencontre tous les libertins fortunés de Paris. On l'a donc compris, Lautrec aime les femmes. Je vais me pencher maintenant sur 5 d'entre elles qui lui ont été particulièrement chères. En 1884, il rencontre par hasard, dans la rue, Carmen Gaudin, une ouvrière de Montmartre. Elle se promène au bras de son ami Henri Rachoux. Son extraordinaire chevelure rousse fascine Lautrec. Il dira plus tard d'elle « Je peins une femme qui a une tête en or ». Carmen devient une véritable obsession. Pendant 5 années, il va la peindre sous tous les angles, de face, de dos, de profil, habillée ou nue. Bien qu'elle soit très belle, il la représente sans l'idéaliser. C'est d'ailleurs une constante chez Lautrec, cette honnêteté du pinceau. Son œuvre le prouve. L'art de Lautrec est surtout un témoignage à la vérité. Autre femme chère au cœur de Lautrec, Jeanne Baudouin, plus connue sous son nom d'artiste, Jeanne Avril. C'est l'une des danseuses les plus célèbres du Moulin Rouge. Elle se pare de dessous rouges alors que toutes les autres danseuses portent des sous-vêtements blancs. Cependant, contrairement à ses collègues, Jeanne Avril danse avec une certaine pudeur. Elle ne verse jamais dans la vulgarité. Adulée par les hommes, Jeanne Avril est en fait une intellectuelle qui a un grand sens artistique. Elle est d'ailleurs l'amie personnelle de Mistinguett, Maurice Barrès, Auguste Renoir et Alphonse Allais. Elle devient vite l'égérie de Toulouse-Lautrec. Il va la représenter sur de nombreuses affiches et lithographies. La plus célèbre reste sa représentation de 1893, où on la voit la jambe en l'air en train de danser le cancan. Les jambes resteront une prédilection pour le peintre. Jambes pliées ou jambes levées, elles deviendront bien vite l'une de ses signatures. Et Lautrec peint l'agilité et la souplesse comme personne d'autre à Montmartre. Et il symbolise la gaieté, l'insouciance et la joie de vivre de cette époque. Autre danseuse du Moulin Rouge, l'Alsacienne Louise Weber. Ancienne modèle de Renoir, elle devient la danseuse endiablée la plus célèbre du French Cancan. Elle est bien plus osée que Jeanne Avril. Henri est captivé par son énergie et le tourbillon de ses jupons qui laissent apparaître ses culottes. Très vite, Louise est connue sous son nom d'artiste, la Goulue. En effet, après son numéro, elle a l'habitude de venir aux tables des clients pour finir leur verre. D'où l'origine de son nom, la Goulue, ce qui signifie la gloutonne. Elle est d'ailleurs bien en chair, épaisse et ronde. Les bourgeois se passent sous le manteau les nus de la Goulue, photographiés par Achille Delmet. Lautrec la peint souvent aux côtés du danseur contorsionniste Edme Renaudin, dit l'homme désossé, l'homme aux jambes de caoutchouc.
Et il va immortaliser la Goulue dans ses portraits et affiches pour le Moulin Rouge. Mais hélas, son père est offusqué par les dessins d'Henri. Le comte Alphonse ne veut pas que le nom de Toulouse-Lautrec soit associé à de telles horreurs, et il lui fait savoir. Et Lautrec ne reverra plus jamais son père, si ce n'est sur son lit de mort. Alors, Lautrec ne s'intéresse pas qu'aux danseuses, et il va s'attacher à Yvette Guilbert. C'est une célèbre chanteuse grivoise du café-concert parisien. Elle se décrit elle-même timide à la ville, mais audacieuse sur scène. On la retrouve, elle aussi, au Moulin Rouge, et son impudence va plaire à Henri, d'autant que sa beauté l'envoûte. Elle est très élancée, elle est grande, elle est mince. Et il n'est pas le seul à admirer Yvette Guilbert. Elle a pour ami le maître de la psychanalyse, Sigmund Freud. Elle entretient avec lui une riche correspondance. Freud, d'ailleurs, garde une photo dédicacée d'Yvette Guilbert encadrée sur son bureau. Marcel Proust va également vouer une grande admiration à la chanteuse. Quant à Lautrec, il la rencontre pour la première fois en 1893. Lorsqu'Yvette le voit pour la première fois, elle décrit Henri sans pitié, je cite, « C'est un petit niafron », c'est-à-dire une sorte de monstre nain. Mais très vite, elle va découvrir le très beau regard de Lautrec, caché derrière ses lorgnons. Il va faire de nombreux dessins de la chanteuse, notamment un magnifique portrait intitulé Yvette Guilbert chantant, qu'il signe en 1894. Mais il s'amuse d'elle aussi, force le trait et s'adonne fréquemment à la caricature en la représentant. Désormais, l'approche artistique du peintre s'inspire de la période japonaise Edo. En effet, nombre de visages qu'il représente ont le reflet pâle et bleu-vert des masques japonais. Estampes, lithographies, gravures sur bois ou sur pierre fascinent Lautrec. Il collabore avec son ami, l'imprimeur et illustrateur Gabriel Ibens, et devient le plus grand affichiste de son temps. Dans un autre registre, la modèle italienne Agostina Segatori va jouer un rôle important dans la vie nocturne de Lautrec. Elle pose pour des peintres célèbres, Jean-Baptiste Corot, Édouard Dantan, Édouard Manet, Jean-Léon Gérôme et Van Gogh, son amant. Elle ouvre un cabaret-restaurant à Montmartre, appelé le Tambourin. Elle y emploie de nombreuses jeunes filles italiennes, ce qui ajoute à l'exotisme de son établissement. L'originalité du cabaret tient à son décor. C'est une sorte de galerie où l'on retrouve de nombreuses œuvres de jeunes peintres que les clients peuvent acquérir. Paul Gauguin mentionne d'ailleurs que Van Gogh y expose des natures mortes en échange de repas gratuits. Lautrec fréquente lui aussi ce cabaret, car il voue une véritable admiration à la belle Agostina Segatori. Il y peint d'ailleurs son célèbre tableau, Portrait de Vincent van Gogh,
en 1887. Cinquième et dernière femme dont je voudrais parler, Suzanne Valadon. C'est une ancienne acrobate de cirque qui a dû mettre fin à sa carrière après une mauvaise chute. C'est le peintre symboliste Puvis de Chavannes qui la découvre. Il aime sa beauté solide. Elle débute alors une seconde carrière, modèle. Puis elle pose pour Renoir qui, au passage, devient son amant. D'autres peintres se succéderont. En parfaite autodidacte, elle se met à faire du dessin. Elle peint des natures mortes, des portraits et des nus. En 1886, le hasard veut qu'elle déménage dans une maison où Lautrec loue un atelier rue Tourlaque. Et c'est ainsi qu'ils se rencontrent pour la première fois. Elle va alors devenir sa muse. Il fera d'elle un célèbre portrait intitulé « La cavalière au costume vert pâle chevauchant la piste ». Ils deviennent amants pendant quelques années. Suzanne sera son seul véritable amour. Elle va suivre Lautrec partout dans ses escapades nocturnes. Mais c'est une femme volage. Et en 1893, elle l'abandonne pour le compositeur iconoclaste Erik Satie. Mais il n'y a pas que les femmes dans la vie de Lautrec. Il est aussi entouré d'un cercle d'amis fidèles, notamment des photographes. Et parmi ceux-ci, Maurice Guibert, un riche rentier parisien. Il rencontre Lautrec en 1887, alors que le peintre a 23 ans. Guibert aura, hélas, une influence délétère. En effet, il va entraîner Lautrec dans des bars chics de Paris et dans les maisons closes. Il n'est point besoin de forcer la main d'Henri, il faut bien le dire. Guibert devient aussi le compagnon de vacances du peintre. Il suit notamment Lautrec à Arcachon. Aussi extravagant que son compagnon, Guibert photographe souvent Lautrec dans des costumes improbables. On retrouve ainsi Henri déguisé en Pierrot ou Louchant dans un habit de samouraï japonais, ou encore déguisé en femme portant le chapeau et le boa de Jeanne Avril. Leurs facéties deviennent célèbres dans les milieux artistiques de Montmartre. Autre ami photographe, Paul Sescot. Sescot s'installe à Montmartre en 1896. Il ouvre un atelier dans l'immeuble même où se trouve le Café des artistes, la Nouvelle Athènes. Il réalise pour Lautrec des photographies de ses tableaux afin de les présenter à des galeristes. Il prend aussi des photos de modèles qu'Henri va utiliser comme support pour certains portraits. Et Lautrec va remercier Sescot en créant une affiche commerciale intitulée « Le photographe Sescot ». Et c'est en effet l'époque où naît ce que l'on appelle la réclame. On assiste à l'essor des affiches publicitaires. Et à ce propos, bien plus que par des tableaux, Lautrec gagne sa vie en tant que lithographe et affichiste. Il faut savoir en effet que la vaste majorité des portraits qu'il peint ne sont pas des commandes. Il les offre gracieusement à ses amis.
La photographie révèle aussi le penchant de Lautrec pour l'exhibitionnisme. Il va ainsi se faire photographier par son ami Maurice Joyand, pantalon baissé, déféquent, en bord de mer. L'action se déroule en 1898 sur une plage picarde, la bien nommée plage du Crotoy. Certains y voient bien sûr un trait d'humour, une provocation. D'autres y perçoivent les prémices d'un jugement altéré par l'abus de l'alcool. Lautrec va aussi se faire photographier nu sur la plage de Trouville, déguisé en enfant de chœur barbu. Ou encore dans le plus simple appareil avec le boa de Jeanne Avril. Il est conscient du malaise que son exhibitionnisme provoque, mais cela ne l'arrête pas. Il semble s'amuser de son corps comme pour s'en affranchir. À la vie débridée qu'aime à traverser Lautrec s'ajoute l'alcool. Il mélange souvent de l'absinthe à son cognac. Sans problème financier, il dit en plaisantant « Je ne bois que du bon, ça ne peut pas me faire de mal ». Il marche avec une canne creuse dans laquelle se cache une longue fiole remplie d'alcool. Il en dévisse le pommeau qui se transforme en petit verre. Il se fait même construire un bar en zinc dans son atelier de peinture et il y confectionne ses propres mélanges de spiritueux. On le tient pour l'un des meilleurs mixologistes de Montmartre. Il fait également venir à Paris de grandes quantités de vin du domaine familial de Malromé. Le Bordeaux arrive en tonneaux qu'il embouteille lui-même, puis il organise de mémorables bacchanales. En 1897, 13 ans après son arrivée à Montmartre, la situation devient préoccupante. Son physique est diminué par l'alcool, mais plus encore ses facultés mentales. Il est atteint de crises de paranoïa. Il est persuadé qu'il est pris en chasse par la police. Dans un café, ivre, il tire au plafond sur des araignées imaginaires. Sa santé se détériore inexorablement. Lors d'une exposition de ses œuvres, en présence du futur roi d'Angleterre, Édouard VII, il s'endort dans la salle. De plus, quand il ne boit pas, il est sujet à des crises de délirium tremens, crises de tremblement, état confusionnel avancé. Il déchire son travail et manque même de mettre le feu à son atelier. Il devient incontrôlable. Il y a donc péril en la demeure. À tel point qu'en mars 1899, alors qu'il a 35 ans, il est interné d'urgence à l'initiative de sa mère. L'état mental de Lautrec impose des soins immédiats. Le voilà donc à la Folie Saint-Gemme, à Neuilly-sur-Seine. C'est une maison de santé située dans un magnifique domaine arboré. La clinique privée est dirigée par l'un des plus fameux aliénistes français de son temps, René Semmelaigne. Il va utiliser sur Lautrec des techniques développées par le célèbre neurologue Jean-Martin Charcot. Charcot, spécialiste de l'hypnose et de l'hystérie, qui eut d'ailleurs pour élève
un certain Sigmund Freud. Et c'est ainsi que le docteur Semmelweis utilise l'électrothérapie sur son patient Lautrec. Le but est de restaurer les capacités fonctionnelles du peintre, altérées par un grave traumatisme du système nerveux. Il a aussi recours à l'hydrothérapie qui consiste à apaiser les douleurs par l'usage de bains sulfureux. Mais l'altération physique et mentale de Lautrec n'est pas seulement due à l'alcool. En effet, Lautrec est atteint d'une syphilis qu'il a contractée dans les maisons closes. Il souffre de roséole, donc de lésions et d'éruptions cutanées. Il est également victime de priapisme, c'est-à-dire d'érections douloureuses prolongées et incontrôlées. Alors cela pourrait prêter à sourire, mais c'est en fait un mal qui peut être mortel. Lautrec est aussi victime d'intenses maux de tête. Pire, il souffre de dysarthrie, c'est-à-dire de troubles articulaires de la parole qui l'empêchent parfois de s'exprimer. Les atteintes nerveuses débouchent sur un manque de coordination des mouvements volontaires. Fait aggravant, la syphilis aboutit également à des épisodes de démence. Henri a des hallucinations fréquentes. L'internement du peintre a cependant un effet collatéral inattendu. Les rumeurs sur son état mental le rendent de plus en plus populaire dans le milieu des collectionneurs. L'attirance du public pour les œuvres d'un génie qui serait devenu fou ne fait que croître. Le docteur Semmelweis va faire de son mieux pour sauver Lautrec. Et petit à petit, les traitements semblent faire leurs preuves. Après un long sevrage alcoolique, Lautrec reprend des forces. Ses crises hallucinatoires disparaissent et il retrouve une certaine liberté de mouvement, à tel point qu'il se remet à dessiner. Grâce au crayon de couleur que lui apporte son ami Joyand, il croque de mémoire une quarantaine de scènes sur le cirque. Le docteur Semmelweis est admiratif devant la qualité exceptionnelle des dessins de Lautrec. C'est le signe concret qu'il a retrouvé une cohérence, sa mémoire et sa technicité. Et ainsi, le 17 mai 1899, Lautrec est autorisé à quitter l'asile de Neuilly. Il n'a maintenant qu'une envie, se sauver loin de Paris. Il trouve refuge au Havre, en Normandie. Il dit alors « J'ai acheté ma liberté avec mes dessins ». Mais Lautrec n'en a pas fini avec ses problèmes de santé. De retour à Paris, on constate qu'il a contracté la tuberculose. Très amaigri et affaibli, il repart à Arcachon sur les conseils de son médecin. L'air pur de l'Atlantique lui est vivement recommandé. Cependant, il ne peut presque plus marcher et il s'est remis à boire. Désormais, il se fait tirer par un âne dans une charrette pour se rendre au bar et à ses beuveries. Aigri, il quitte Arcachon et décide de rentrer au domaine familial de Malromé. Il va y rester une petite année sous la surveillance amoureuse de sa mère. La comtesse Adèle
remarque que loin de Montmartre, son fils semble reprendre des forces. On dirait presque qu'il retrouve une certaine joie de vivre. Ragaillardi, Lautrec part pour Bordeaux. Il s'installe dans un appartement au-dessus d'une galerie d'art. Il se remet à dessiner d'arrache-pied. Il produit une série de peintures inspirées par l'opéra Messaline d'Isidore de Lara, mais également de la Belle Hélène de Jacques Offenbach. Maurice Joyand décide d'organiser une exposition rétrospective des œuvres de Lautrec. Henri remonte donc à Paris. Il passe plusieurs mois à perfectionner certains de ses dessins en vue de l'exposition et il obtient un grand succès dans les milieux avant-gardistes. Mais en mars 1901, Lautrec fait un accident vasculaire cérébral. Le voilà paralysé des jambes. Il est condamné à la chaise roulante. Contraint, il rejoint sa mère à Malromé. Le médecin annonce à la comtesse que son fils n'a plus que quelques mois à vivre. En juillet 1901, Lautrec peint sa dernière toile, Examen à la faculté de médecine de Paris. On y voit son fidèle cousin, Gabriel Tapier de Selleran, se présentant à son oral de doctorat. Le 15 août, Henri est victime d'une hémorragie cérébrale. Elle ne lui est pas fatale, mais elle le laisse hémiplégique. Apprenant que la situation de son fils est désespérée, le comte Alphonse le rejoint à Malromé. Ils ne se sont plus vus depuis 10 années. Apercevant son père, Henri a un dernier trait d'esprit. Faisant référence au goût pour la chasse du comte Alphonse, il lui dit « Je savais bien, papa, que vous ne manqueriez pas l'hallali. » L'hallali étant la mise à mort par le chasseur d'un gibier blessé, bref, le coup de grâce. La comtesse, elle, égrène son rosaire au pied du lit d'Henri. Il fait une chaleur accablante. Les mouches s'acharnent sur lui, mais il n'a plus la force de les chasser. Le comte aligne les mouches mortes sur un drap blanc qui recouvre les jambes d'Henri. « Pauvre con !» murmure son fils. Il agonise. On le soutient comme on peut avec du porto et des grogues. Il est tard, le tonnerre gronde. Soudain, des coups de feu éclatent dans la nuit. C'est le comte Alphonse qui chasse des chouettes à coups de fusil dans les tourelles du château. L'atmosphère est surréaliste. Une pluie d'orage se met à tomber. Vers 2 heures du matin, Henri adresse ses derniers mots à sa mère. « Vous, ma mère, rien que vous. » Lautrec s'éteint le 9 septembre 1901 à l'âge de 36 ans et 11 mois. Alors, malgré une vie bien trop courte, les créations du peintre sont pharaoniques. Plus de 700 peintures, près de 300 aquarelles, 400 lithographies et affiches, 5000 dessins. Avec ces affiches reproduites par centaines, il entre de plein pied dans l'art de la rue. De son vivant,
On arrache les affiches des murs pour les revendre à des collectionneurs. Car Lautrec choisit ses imprimeurs, surveille la qualité du papier et les couleurs. On le croit désinvolte, mais en fait, c'est un travailleur acharné et très méticuleux. Après sa mort, son ami intime, le grand marchand de tableaux Maurice Joyan, veut faire connaître son œuvre. Il persuade la comtesse Adèle d'offrir à des musées parisiens tout ou partie des œuvres invendues de Lautrec. Mais les milieux académiques parisiens ne reconnaissent pas Lautrec comme un peintre majeur. Ils refusent ces donations. Joyan a alors l'idée de contacter la ville natale d'Henri, c'est-à-dire Albi. Et il parvient à convaincre les autorités administratives. Aujourd'hui, le musée Toulouse-Lautrec est situé dans le majestueux palais de la Berbie à Albi. Il rassemble la plus éclatante collection au monde de peintures, de lithographies et d'affiches de l'artiste français. Paris, trop orgueilleuse, s'en mord encore les doigts. Cette fois-ci, la ville lumière reste dans l'ombre. Je vous remercie de votre